Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on fera le tour de l'actualité. On verra justement qu'elle est chargée en cette semaine avec Jamila El-Bougrini, analyste chez Invest Securities, et l'entretien est lui consacré à Didier Laurence, directeur général d'Advicen. Le journal des biotech, c'est parti. Et je reçois pour ce point d'actualité Jamila El-Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Bon, une semaine où il se passe pas mal de choses. On va vraiment commenter l'actualité récente et moins récente, mais on va commencer justement par une nouvelle qui est tombée cette semaine, plutôt une mauvaise nouvelle pour Gencyte, avec l'annonce d'un retard sur un problème qui est déjà là depuis un petit moment et qui remet en lumière finalement quelque chose d'assez critique pour les biotech, dont on ne parle sans doute pas assez, c'est le manufacturing, puisque voilà, Gencyte a des problèmes dans la production de ces lots de thérapie génique, et il vient encore de communiquer sur le sujet. Absolument, effectivement, mauvaise nouvelle pour Gencyte qui annonce un nouveau décalage dans son calendrier et qui est effectivement imputable à un nouveau problème dans le manufacturing. Alors, nouveau problème, pas vraiment, parce qu'effectivement, il était annoncé précédemment qu'il y avait déjà eu des problèmes. Donc, on avait initialement incriminé les filtres et finalement, il s'avérait que ça n'était pas les filtres qui avaient été changés, mais c'était bien un problème d'exécution dans la deuxième partie des étapes du process en fait, de fabrication. Ouais. Donc la partie upstream, elle n'est pas concernée. Donc la partie upstream, c'est vraiment la partie de fabrication à proprement parler, c'est-à-dire que les cellules en fait sont incubées après avoir été infectées par le vecteur viral pour pouvoir produire le virus, donc qui va être une sorte de vecteur pour la thérapie génique. Et une fois qu'on a récupéré, donc pour vulgariser cette soupe, on passe à la partie downstream qui, elle, consiste à faire différentes étapes de filtration et de purification pour obtenir en fait le vecteur viral totalement purifié de tout ce qui est milieu de culture et cellules pour pouvoir avoir un produit in fine qui soit administrable aux patients. Et donc sur cette étape-là, qui se fait en différentes étapes, il y a des soucis qui avaient été identifiés. On était assez confiants sur le fait qu'ils avaient réussi à trouver les problèmes et à les résoudre, puisqu'ils avaient dit qu'effectivement ils avaient réussi à obtenir des lots qui avaient même atteint des niveaux de rendement jamais atteints jusque-là. Donc on était plutôt confiants sur le fait que les problèmes avaient été résolus. Et là, rebelote, malheureusement, il semblerait que sur le premier lot PPQ, donc le lot qui est vraiment fabriqué aux normes de fabrication, aux bonnes normes de fabrication, il y a eu à nouveau un problème qui soit lié à cette étape downstream. Donc effectivement, malheureusement, ça met un nouveau temps d'arrêt dans le calendrier. Et là où on attendait normalement une approbation plutôt à horizon septembre de cette année, on est plutôt sur le T1 2024. Donc on a entre 4 et 6 mois de décalage de nouveau, ce qui fait que de bout en bout, quand on met on cumule tous les problèmes de manufacturing, on est quand même sur un retard cumulé de près de 2 ans. Donc ça commence à sérieusement peser sur le titre et également sur malheureusement la patience des investisseurs aussi. Des investisseurs. Et bon, ça aussi, le problème le plus extrême, c'est qu'on a des patients quand même qui attendent cette thérapie. Et qui malheureusement ne peuvent même pas en bénéficier en accès précoce, puisque tant qu'on n'a pas de lot clinique, on peut malheureusement pas administrer de patients même avant l'AMM. Donc effectivement, ça commence à devenir un peu pesant pour le titre. Ouais, bon, et on espère qu'on aura Bernard Gidi sur le plateau du journal des biotech pour en parler avec nous dans un futur proche. Il y a eu aussi pas mal de publications qui ont animé un petit peu les cours. Je voulais qu'on revienne notamment sur celle d'AB Science, qui a publié des résultats dans l'indication de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est vraiment... Alors, le titre a très bien réagi, ça c'est une certitude, mais est-ce que c'est vraiment nouveau sur le fond, Jamila, cette publication ? Mais effectivement, ça n'est pas réellement nouveau, puisque publication scientifique dans une revue scientifique qui reste quand même une annonce qualitative et valorisante pour le titre, fait en fait la publication et revient sur des résultats cliniques de phase 3, phase 2B3 qui avaient été obtenus en 2020. Donc, il y a bien effectivement une étude clinique qui avait été menée avec succès, puisque le produit, donc le masitinib, d'AB Science avait montré qu'il y avait effectivement un effet positif de ce produit-là chez les patients atteints d'Alzheimer de forme légère à modérée, sur les aspects cognitifs et sur les aspects qualité de vie. Donc, ça n'est pas nouveau dans le sens où les résultats étaient déjà connus et que c'est publié depuis 2020. En revanche, ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce programme-là, c'est qu'il y a une étude de phase 3 confirmatoire donc, qui a été récemment initiée, puisqu'ils ont obtenu l'autorisation de la FDA et de l'ANSM, notamment en France,
pour pouvoir initier cet essai confirmatoire, donc à la fois aux États-Unis et en Europe. Et donc, a priori, il devrait pouvoir recruter les premiers patients assez rapidement. Et là, on est sur une étude qui porte sur 600 patients, donc on devrait avoir une puissance statistique assez fiable, sachant que sur la première étude de phase 2B3, qui a fait d'ailleurs l'objet de cette publication la semaine dernière, on était sur à peu près 350 patients de mémoire. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir confirmer les résultats qui avaient déjà été observés, qui étaient effectivement plutôt positifs et bien orientés dans cette étude confirmatoire, ce qui permettra à ce moment-là à Bescience d'embrayer sur un schéma réglementaire et de pouvoir éventuellement obtenir une AMM dans cette indication qui... Pas grand-chose dans Alzheimer, on le rappelle. Pas grand-chose dans Alzheimer. Et il se trouve qu'effectivement, en ce moment, on en parle beaucoup, puisqu'il y a, pour faire un peu la lecture transversale, il y a le sujet avec Biogen et Eisai qui ont réussi à obtenir des résultats assez intéressants avec leur produit Leqembi, qui lui, à l'inverse du produit d'Abescience, parce qu'on est sur des mécanismes d'action totalement différents. Le Leqembi vise la cause de la maladie, donc à savoir l'accumulation des plaques amyloïdes. Et là, sur ce produit-là, en fait, ils ont obtenu des résultats assez intéressants et des résultats qui n'ont jamais été égalés jusque-là, parce qu'ils ont réussi à démontrer une réduction de 27% de la régression cognitive, donc ce qui est assez impressionnant. Et le point différenciant aussi, c'est qu'ils ont réussi à démontrer que non seulement ce produit-là réussissait à réduire le niveau de plaques amyloïdes, mais qu'il augmentait également le taux de la bonne protéine, ce qui expliquerait en partie ces beaux résultats. Alors que sur Abescience, on a des effets qui sont positifs aussi sur l'aspect cognitif, mais on ne traite pas la cause, on traite les symptômes, et là on est sur un potentiel qui est plutôt de l'ordre de la régulation immunitaire, et notamment la neurotoxicité qui serait induite par une espèce d'environnement entretenu par le système immunitaire avec l'inflammation, qui serait contrée par leurs produits, qui permettrait du coup de transformer cette neurotoxicité en neuroprotection. Et donc, ça pourrait expliquer aussi qu'ils aient des résultats assez intéressants dans différentes maladies neurodégénératives. Je passe du coq à l'âne, Djamila, mais autre publication qui fait parler d'elle en ce début de semaine, celle de Poxel aussi, qui a bien fait réagir le titre mardi. Exactement, effectivement, pour faire le lien sur le fait qu'on ait des publications scientifiques qui reprennent des résultats cliniques qui sont assez connus, qui font bien réagir le titre. On a aussi le cas de Poxel, qui a publié la semaine dernière des résultats en préclinique, qui avaient déjà fait réagir dans le bon sens le titre. Et effectivement, cette semaine, on a aussi des publications de phase 2 dans la NASH, qui étaient aussi connues et qui ont également fait très bien réagir le titre. Ce qui montre que on est sur quand même une typologie de news. Oui. Jusqu'à maintenant, ne faisait pas forcément bien réagir les titres, en tout cas, voilà, pas à des niveaux qu'on voit aujourd'hui. Oui, on est progression à 2 chiffres là en bourse. Exactement. Et donc, moi, j'ai tendance à le voir comme étant un bon signal sur le fait qu'il y a vraiment de l'attente sur la biotech aujourd'hui. Donc, on est passé par une année 2022 qui a été assez délétère pour la biotech. Et donc là, on constate que sur le début 2023, il y a un mieux. Et sur ce genre de news qui n'est pas du résultat clinique ou des choses qui font vraiment avancer les développements, en tout cas ce ne sont pas des annonces qui montrent qu'il y a des avancées opérationnelles, puisque ce sont des choses qui sont déjà connues, on voit toutefois qu'il y a quand même de bonnes réactions, ce qui montre qu'il y a vraiment de l'attente et qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs qui sont probablement revenus sur la biotech et qu'on attend effectivement d'avoir des bons résultats cliniques. Mais voilà, il va falloir confirmer tout ça, quoi. On attend de consolider, mais en tout cas, c'est déjà un bon signal. Un bon signal. Et vous aviez envie de finir avec un dossier qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Ça va être l'occasion de nous l'expliquer en détail. Bioscénic. Il va falloir nous expliquer ce que fait Bioscénic, Djamila. Alors, Bioscénic, pour faire l'histoire de comment Bioscénic se retrouvait en bourse, pour effectivement les gens qui n'ont pas vu arriver. Alors, Bioscénic, c'est le résultat de la fusion entre Bone Therapeutics, donc qui faisait la thérapie surtout pour l'os initialement, et ensuite elle avait shifté sur d'autres choses, et d'une société qui n'était pas cotée, qui s'appelait Medscénic, et qui, elle, en fait, travaille sur des maladies auto-immunes plus particulièrement, et qui travaille avec un produit qui est l'acide trioxyde. L'arsenic trioxyde, donc le trioxyde d'arsenic, pour le dire dans le bon sens. Et en fait, il y a eu la fusion qui s'est faite fin d'année dernière et donc qui a donné naissance à Bioscénic. Donc aujourd'hui, cette société a dans son portefeuille donc effectivement les programmes qui viennent de Medscénic, donc le trioxyde d'arsenic dans différentes maladies auto-immunes. Et en premier lieu, donc le programme le plus avancé qui porte sur les réactions du greffon contre l'hôte.
Et puis, ce qui a été hérité de Bone Therapeutics, donc à savoir le programme de phase 2B à l'OB, qui aujourd'hui est toujours en cours et qui adresse surtout donc les fractures du tibia à risque qui auraient des risques de ne pas consolider correctement. Donc, sur cette société, il y a quand même du news flow intéressant à court terme, puisque effectivement sur le programme ALOB, donc qui a été hérité de Bone Therapeutics, c'est le catalyseur le plus proche à court terme, puisque la société a intégré récemment des nouvelles techniques d'imagerie, ce qui lui permet de bénéficier de deux avantages de façon immédiate. Le premier, c'est que grâce à ces technologies-là, en fait, elle va pouvoir avoir une précision de résultats optimisée, et donc ça va lui permettre en fait d'avoir une cohorte moins importante qui était prévue initialement. Donc aujourd'hui, ils vont pouvoir faire une première lecture de données sur 57 patients. Donc ça devrait aller assez vite parce qu'ils sont aujourd'hui recrutés. Et donc le deuxième avantage immédiat, c'est que cohorte plus petite signifie des coûts d'études moins importants. Donc ils vont devoir déverser, en tout cas débourser moins d'argent qu'attendu initialement. Donc ça, c'est les deux avantages immédiats. Et donc, la conséquence directe de tout ça, c'est que du coup, la lecture intermédiaire qui était attendue initialement sur la deuxième partie de l'année a été avancée au deuxième trimestre. Donc, ça veut dire que... C'est bientôt, c'est tout bientôt. C'est bientôt, donc on a un catalyseur à très court terme. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce programme-là, en fait, avait bénéficié à l'époque de Bone Therapeutics d'un financement par prêt de la part de la BI. De 16 millions d'euros, sachant qu'il y avait une première tranche de 8 millions d'euros qui avait été tirée, donc, en tout cas, versée immédiatement à la signature. Et donc, il y a 8 millions d'euros qui sont toujours conditionnés. Donc, ils sont probablement pas conditionnés à l'étape intermédiaire, puisque, en fait, l'étape intermédiaire n'existait pas au moment de la signature du contrat avec la BUI, qui a été signé en juillet 2021. Cette lecture intermédiaire a été introduite dans le protocole en juillet 2022. Donc, a priori, c'est pas conditionné à ce jalon-là. En tout cas, ça nous rapprocherait du jalon qui, lui, conditionnerait ce versement-là. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête dans le news flow, c'est que du coup, pour tout ce qui vient de Medsenic, on a un lancement de phase 3 qui est prévu sur cette année, donc autour de la mi-année, voire tout début du S2. Et il s'agira d'une étude de phase 3, comme je vous l'évoquais, dans le JVHD, donc dans la réaction du greffon contre l'hôte. Et là, pareil, ça reste un marché qui est relativement peu investi, donc qui a un énorme potentiel, sachant que la société investit, en tout cas, explore d'autres indications, notamment le lupus systémique, qui est une maladie qui est pour le coup très peu couverte. Et là-dessus, ils avaient montré des résultats assez encourageants et assez jolis, puisqu'ils avaient 75% de répondeurs chez les patients. Donc sur une petite cohorte, certes, mais en tout cas, voilà, c'est des résultats qui sont très, très encourageants. Et là, on est sur un marché qui est quand même beaucoup plus important que le JVHD. Donc on est sur une société effectivement qui a du potentiel à court terme et qui surtout adresse des aires thérapeutiques qui ne sont pas forcément explorées, notamment dans les sociétés qui sont aujourd'hui cotées en bourse chez Euronext. Et ben voilà, merci pour ce point très complet. Et donc une société à surveiller, en tout cas avec pas mal de news flow à attendre dans les prochains mois, prochaines semaines, c'est Biosenic. Merci beaucoup Jamina pour ce point d'actualité. Avec plaisir Laurent. Tout de suite dans le Journal de Biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Didier Laurence, directeur général d'Advicen. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Alors, vous étiez venu la dernière fois, c'était en janvier 2022. On avait parlé de pas mal de choses, des accords de distribution en Europe, notamment de celui avec Frost Pharma, laboratoire pharmaceutique suédois, pour la commercialisation de Sibnayal dans les pays nordiques, Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède, j'en ai pas oublié en route. Et la bonne nouvelle, justement, on va commencer parce que c'est l'actualité pour Advicen, c'est que vous avez annoncé le lancement commercial de Sibnayal au Danemark, fait important. D'ailleurs, le médicament sera pris en charge par la sécurité sociale. Est-ce que c'est un jalon important? Vous allez me dire oui, effectivement, mais pour la commercialisation de votre actif en Europe? Oui, je pense que c'est un jalon extrêmement important. On est particulièrement satisfait d'abord de l'accord des autorités danoises sur le produit, du fait que Frost Pharma ait réussi à obtenir un prix excellent au Danemark. Ça montre bien que le modèle de partenaire est très important pour nous, puisque c'est vraiment notre développement qui passe en Europe par les partenariats, à l'exception notable de la France et du Royaume-Uni. Mais ça valide vraiment le modèle. Je pense que si on était parti tout seul, au Danemark ou dans les pays nordiques, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre aussi que, et je me suis déjà exprimé là-dessus, ça montre aussi que chaque pays
est spécifique en matière de remboursement et de prix. Ce qu'on voit au Danemark, le contre-exemple parfait, c'est la Suède. On l'a vu. Donc il faut vraiment avoir cette approche pays par pays spécifique. C'est une très belle étape et je pense qu'elle sera, enfin, en tout cas j'espère, qu'elle sera renouvelée dans d'autres pays que le Danemark. Bon, on va avoir l'occasion d'en parler. Justement, sur le prix, le coût, 15 000 € par an et par patient, c'est ce qui était affiché dans le communiqué de presse. Est-ce que c'est en phase avec vos projections ? C'est même supérieur à ce qu'on pouvait imaginer. Je vous rappelle que le dernier prix qu'on avait, sur lequel on a une donnée publique, c'est le prix au Royaume-Uni. D'accord, accordé par le NHS à un équivalent de 11 000 € par patient et par an. Donc 15 000 € par patient et par an, c'est une excellente nouvelle. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est la nature du communiqué même des autorités danoises. C'est la reconnaissance de l'intérêt de Sibnayal pour les patients, et en particulier les plus jeunes, leurs familles, les médecins, et ils le disent très clairement, ça apporte quelque chose aux patients dans un domaine où jusqu'à présent il n'y avait pas de traitement, où les traitements n'étaient pas adaptés. Et je rappelle que les traitements actuels dans l'acidose tubulaire rénale distale, c'est des préparations magistrales, et que les préparations magistrales, qu'on le veuille ou non, elles valent entre 5 000 et 8 000 € par an et par patient. Donc le fait d'apporter un traitement en 2 prises par jour dans cette pathologie dans laquelle il n'y a rien, la reconnaissance à 15 000 ou à 11 000, c'est un vrai progrès. Et donc c'est cette reconnaissance-là par les autorités danoises. Justement, un mot rapide sur le Royaume-Uni, il y a eu le retrait du dossier de prise en charge en Angleterre. C'est quelque chose de définitif ou qui peut être amené à évoluer ? Alors, la situation au Royaume-Uni, elle est la suivante. Quand vous déposez un dossier au NICE, le NICE évalue le dossier sous un angle pharmaco-économique. La réalité, c'est que dans la pathologie acidose tubulaire rénale distale, les données de long terme de la pathologie, parce que encore une fois, c'est une pathologie rare, donc les données de long terme sont manquantes. Elles limitent la capacité du NICE à évaluer pharmaco-économiquement le produit. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré le dossier. Pour le moment. Moment. Ça n'empêche que le produit... À un moment, vous les aurez, ces données de long terme. Exactement. Et ce qui n'empêche pas au Royaume-Uni de vendre le produit aux hôpitaux. On a signé des accords avec des hôpitaux, ça se passe comme ça. D'ailleurs, petit aparté, ça se passera exactement de la même façon en Suède que ça se passe au Royaume-Uni. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas à un instant T l'accord du NICE ou des autorités suédoises que vous ne pouvez pas vendre. Ça ralentit un peu le process. Maintenant, pour le NICE, ce qui va se passer, c'est qu'on a récemment terminé l'étude clinique de développement dans l'acidose tubulaire rénale distale, à plus de 6 ans. Donc on a des données là, sur les patients à plus de 6 ans. Et les données, elles sont extrêmement intéressantes. Donc c'est ces données-là que l'on va publier et sur lesquelles on va bâtir un dossier qui viendra compléter ce qu'on a donné au NICE et qui, j'espère, emportera la décision du NICE. Je tiens quand même à préciser que le NICE rejette quand même 30% des demandes, des demandes de prix et de remboursement qui lui sont soumises. Donc Advicen et Sibnayal n'est pas une exception. Bon, parallèlement à ça, on a 2 nouveaux accords de distribution qui sont tombés en début d'année, mi-février avec l'italien SPA, donc pour l'Italie, Espagne, Portugal, et fin février avec le néerlandais Avanza Night pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Grèce. Le maillage européen, il est désormais complet pour Advicen. Alors, voilà, tous les pays sont là, tout est sur étagère. Comment, est-ce que vous avez une idée des prochaines commercialisations à venir ? Comment tout ça va se séquencer finalement ? Parce que j'ai bien retenu que tout ça allait jouer pays par pays, donc est-ce que vous avez déjà une vision un peu globale de ce que ça va donner ? Alors, déjà, la vision globale, maintenant, on l'a. On l'a, tous les pays sont ou seront couverts. Les accords avec SPA et avec Avanza sont très importants parce qu'ils couvrent 3 des 5 plus gros marchés européens. On parle de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a pris du temps dans la négociation avec ces 2 partenaires, parce qu'on savait l'importance de ces 3 pays. De ces marchés. Exactement. Pour nous, c'était stratégique. On a discuté quand même pas loin d'1 an. Donc les accords sont quand même très clairs.
Et tous les accords qu'on a signés, que ce soit avec les partenaires antérieurs et ces deux-là, sont tous structurés de la même façon. Prix de transfert, plus royalties, le tout supérieur, et nettement supérieur à 50%. Donc là, maintenant, on a une homogénéité sur l'ensemble de l'Europe. Ce qui va se passer maintenant, c'est que les deux partenaires, SPA pour l'Italie, l'Espagne, Portugal, et Haven the Night pour Allemagne et les autres pays, prennent en charge les discussions de prix et de remboursement localement avec les autorités locales. Et alors, pour la petite histoire, ça a déjà commencé en Allemagne, mais voilà comment ça va se passer. Après, dans la déclinaison au quotidien, on va voir comment les choses se passent. Je suis dans quelques jours à Milan pour le kick-off avec Spa, mais a priori, si ça se passe comme avec les autres partenaires, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et moi, le plus important pour moi, c'est que Simnayal soit délivré au final aux patients dans des bonnes conditions de remboursement et de prix. Ça veut dire quand même de nouvelles annonces de commercialisation dès cette année ? Si tout va bien, vraisemblablement. Ouais. Vraisemblablement. Alors, Italie, Espagne, c'est toujours un peu compliqué les discussions de prix. D'accord. Donc je suis pas certain qu'on les annonce, qu'on soit en mesure de les annoncer cette année, mais des annonces des annonces sur le prix, il y en aura, des annonces sur le prix et de lancement, il y en aura. Ouais. Bon, c'est clair. La feuille de route, elle est tenue. Finalement, elle consacre un petit peu la transformation d'Advicen en société commerciale. Forcément, on va parler du coup objectif financier. C'est quelque chose qu'on ne fait pas si souvent dans le journal des biotech. En 2022, les ventes de Simnayal avaient augmenté de 40%. Elles représentaient 1,4 million d'euros. Qu'est-ce qu'on peut attendre cette année et comment ça va modifier votre horizon financier ? Alors, je pense que je vais vous décevoir, en fait. Ah, je pense que je vais vous décevoir. Je ne vais pas avoir de chiffres. Non, alors d'abord un truc. Parce qu'on a effectivement annoncé 40% sur 2022, mais le 40%, c'est pour l'ensemble de l'année 2022. C'est 70% de croissance sur le deuxième semestre. Donc c'est déjà un bon élément. En fait, je suis réticent à donner des prévisions. Je suis réticent à donner des prévisions parce qu'on est toujours en phase de lancement. Il y a toujours de l'incertitude sur les cadences de prix et de remboursement. Et mon histoire d'analyste fait que j'ai été trop échaudé par des sociétés qui annonçaient... par des sociétés qui annonçaient un chiffre d'affaires. Il suffit... Vous savez, entre nous, c'est pas très compliqué. Il suffit que vous ayez un décalage. On est sur des niveaux de chiffre d'affaires qui sont relativement faibles. Donc il suffit qu'on ait des décalages dans des commandes de quelques jours ou quelques semaines pour que l'objectif que vous aviez, il n'est pas atteint. Ouais. Donc, je veux dire, pour l'instant, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense que l'objectif, pour nous, il est d'être break-even en 2025. Voilà. C'est ça notre ambition. Le point mort en bon français en 2025. Non, c'est pas grave. Pour Advicen, alors on va reparler justement stratégie, si on ne parle pas chiffres. L'Europe, on a dit c'est fait, voilà, une page qui se tourne. Quels sont désormais les prochains déploiements géographiques envisagés ? Où est-ce que Advicen va aller planter son petit drapeau ? Alors, je mettrai les États-Unis de l'Amérique du Nord de côté. Donc on va y revenir. D'abord le Moyen-Orient. Je voudrais faire un petit point sur l'accord avec Taïba, puisqu'on a quand même cet accord avec Taïba. Avec Taïba, l'accord se déroule parfaitement bien. On a énormément de traction de médecins sur la zone. Je rappelle quand même que la zone Moyen-Orient est une zone où il y a une prévalence de l'acidose tubulaire rénale distale plus élevée que dans les autres pays, pour des raisons de consanguinité. Mais donc il y a énormément de traction. Il y a un programme qui est en cours de mise en place d'un programme, de ce qu'on appelle un Early Access Programme, de mise à disposition précoce du médicament. On devrait déposer le dossier d'enregistrement au Royaume d'Arabie Saoudite, vraisemblablement en avril. Donc quand même très très rapide, hein. On a signé en juin, dépôt en avril. Donc ça c'est pour le Moyen-Orient. Ensuite, il y a les autres zones. On a des contacts, Amérique latine, Asie-Pacifique. Mais là, je veux être très clair. Ce ne sera pas nous qui irons développer là-bas. Ce sera un partenaire. Et plutôt un partenaire type licencié qu'un partenaire distributeur. Voilà. Nous, l'idée, c'est quand même si le produit doit être développé sur ces zones, nous, ce qu'on recherche, c'est des licences et pas forcément des partenariats commerciaux.
Bon, très clair. Transition toute trouvée, justement, avec le développement américain. Là aussi, autre bonne nouvelle, décidément, elle commence bien cette année, est tombée. Ça, c'était fin d'année dernière, 2022. ADV 7103, c'est l'autre petit nom de Symriel, en phase 3 aux États-Unis, qui a obtenu le statut de médicament orphelin. Quel impact ça peut avoir sur l'agenda de l'essai? C'est toujours une bonne chose quand ça se produit, ça. On est toujours content. Ah oui, ça, c'était vraiment, la magnifique surprise de la fin d'année, de la fin d'année 2022. Je pense qu'en fait, les investisseurs n'ont pas vraiment pris conscience de ce que c'était qu'un déjà le préparatif de Noël. Une désignation, exactement, une désignation d'un statut de médicament orphelin. Ouais. Il faut bien comprendre qu'un statut de médicament orphelin aux États-Unis, c'est 7 ans d'exclusivité de marché. Qui dit 7 ans d'exclusivité de marché, c'est surtout 7 ans d'exclusivité de données. Donc, aucun concurrent, aucun générique ne peut faire quoi que ce soit pendant 7 ans. Et 7 ans à compter de l'autorisation de mise sur le marché. Donc, quelle que soit la date de l'autorisation, vous avez 7 ans d'exclusivité. Ouais, et que vous soyez ou pas protégé par un brevet. Ouais. Donc, en fait, c'est une extension de fait de votre vie brevetaire. Donc, c'est un point qui est très important. C'est très important dans toutes les discussions qu'on peut avoir avec des partenaires. Quand on est allé à la conférence JP Morgan en début d'année, il y avait un avant et un après ODD. C'est-à-dire, un avant et un après désignation orpheline. C'est-à-dire que, globalement, tous les acteurs qu'on a pu rencontrer, à partir du moment où on leur a dit on a une désignation orpheline pour ADV 7103 dans l'acidose tubulaire rénale distale, la discussion s'est orientée un tout petit peu différemment. D'accord. Et je peux vous dire qu'à l'issue de la conférence, on a plusieurs canaux de discussion qui sont en cours et avec des sociétés avec lesquelles on discute sur justement un accord de partenariat pour les États-Unis. Bon, donc on le voit, elle est importante cette désignation. Justement, vous étudiez la possibilité de déposer une demande de désignation orpheline, cette fois-ci dans l'indication cystinurie. Vous allez me dire si on en saura plus bientôt. Puis tiens, je me souviens que l'ambition était d'ailleurs d'avoir une demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe avant fin 2022. Dans cette indication, où est-ce qu'on en est ? DRTA, médicament orphelin. La suite logique, c'est cystinurie, médicament orphelin. La cystinurie, c'est aussi une maladie orpheline, même s'il y a, a priori, un petit peu plus de cas que dans la DRTA. Donc oui, on travaille à un dossier de demande de désignation orpheline dans la cystinurie. Ouais. On y travaille, on devrait être en mesure de le déposer sur le premier semestre 2023. D'accord. Donc, et encore une fois, ça validera la valeur du produit. Après, dans le développement cystinurie, je crois qu'il faut être très clair. C'est que aujourd'hui, on a une indication dans la DRTA en Europe. L'indication cystinurie, elle vient compléter cette indication. Il y a une logique à bien comprendre, bien dessiner les contours d'une étude clinique, non pas seulement pour obtenir une indication, donc une reconnaissance réglementaire, mais aussi et surtout de voir comment cette indication, elle va impacter, ou elle peut impacter, le prix et le remboursement du produit quand elle va arriver. Je pense qu'il faut bien que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, le développement d'un médicament, ce n'est pas seulement une visée réglementaire, c'est aussi une vision prix et remboursement. Et c'est bien la complémentarité des deux qui fait que le design de votre étude doit être le plus pertinent possible. Ça veut dire, Dylan, que vous vous laissez un peu plus de temps, peut-être, pour voir comment le médicament prend, justement, au niveau européen, avant de lancer cette indication. Absolument, absolument. Je veux prendre un petit peu plus de temps. Oui. Et puis, il y a un autre élément, c'est que je veux aussi voir comment une même étude pourrait être conduite en Europe et aux États-Unis et satisfaire à la fois les autorités européennes et les autorités américaines. D'accord, très clair. On va parler bourse, forcément, pour finir. On est sur Boursorama. Consensus des analyses, je l'ai regardé hier, qui vous suit, affiche un objectif de cours médian de 7,55 €. Je sais pas, ça va parler à l'ancien analyste que vous êtes, justement. Est-ce que ça vous semble refléter les perspectives actuelles d'Advicen, qui est valorisé aujourd'hui un peu moins de 50 millions d'euros en bourse ?
Question piège. Oui, Jamais question facile piège. à répondre, on va Question dire. piège. Et je ne me permettrai pas de. Je commande pas la valeur du cours de bourse. Je trouve que c'est toujours très, très compliqué. Ouais. Et puis, poser la question, je pense à 90% des directeurs généraux Donc, c'est pas du secteur vous diront que de toute façon, leur entreprise est sous-valorisée. Donc, ce n'est pas le sujet. Néanmoins, on est une des rares biotech à avoir 3 produits sur le... Même pas une biotech, d'ailleurs. Une des rares pharmaceutiques de spécialité, cotées, à avoir 3 produits sur le marché, à faire du chiffre d'affaires réel, à avoir un médicament avec une désignation orpheline, avoir des accords qui couvrent la totalité de l'Europe, avoir un plan de développement clinique aux US qui soit validé par la FDA, avoir un produit qui soit accepté par les médecins, les patients et leurs familles. C'est pas mal. Est-ce que ça vaut 50 millions d'euros? Je ne suis pas sûr. Bon, ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Didier Lance, d'avoir fait ce point très complet sur les développements d'Asvicen. On espère vous revoir bientôt sur le plateau. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.